Et donc j'ai toujours voulu avoir du bif pour avoir finalement de la liberté. Mon paradigme du moment, c'est les 4 L, donc low cost, low tech, low human, low complexity. Dans ma communauté, on s'appelle les fils de putonnettes. Ok, on est radicaux, on est là pour faire du biz, on est là pour penser à notre gueule, mais on a quand même de l'honnêteté, savoir qu'on a quand même des règles élémentaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Tougan, très connu sur les internets. Je pense que la moitié de la population le déteste, l'autre moitié l'adore. Et aujourd'hui, on va pouvoir découvrir pourquoi. Tougan, bienvenue. Merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être là. Bah écoute, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Pour ceux qui te connaissent pas, qui t'ont pas encore découvert, etc., est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, de qui t'es, ce que tu fais, etc. Ok. Moi, pour me définir en une phrase, moi je me vois comme un vendeur de PDF qui accomplit l'œuvre de Dieu. Donc j'ai pendant très longtemps eu des grosses parts de marché sur tout ce qui est le direct response marketing. Le direct response marketing, c'est les publicités ultra agressives, les pages de vente et les vidéos ultra agressives également, qui vendent derrière un PDF. Donc j'ai fait ça pendant quasiment une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'enseigne le marketing façon truc qui marche. Donc pas forcément le marketing consensuel, mais du marketing qui marche. Et je suis consultant pour des projets Web 2 et des projets Web 3. C'est ce que je fais, quoi. Ok. Comment ça se fait que t'es passé du PDF ultra agressif à aujourd'hui, si tu veux? J'ai l'impression que ton propos, il est toujours ce qu'il a toujours été, mais que finalement, tu t'es rangé un peu en disant, bon, c'est bien, on a fait de l'argent, c'était rigolo. Maintenant, on va faire une image de marque un peu différente, on va faire un bon produit, on va respecter un peu plus les clients, etc. Et on va y aller en nom propre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition? Alors, paradoxalement, on respectait les clients et on faisait des bons produits. Nous, notre équation, c'était marketing ultra hardcore plus bon produit est égal dollar. Parce que si c'est du marketing ultra hardcore et un produit de merde, le client, il reste pas un client. Le client, il devient une liability, tu vois. Donc, en fait, par égoïsme et bon sens capitaliste bien pensé, on a toujours fait des très bons produits, on a toujours respecté le client. Et d'ailleurs, même, je pense qu'en tant que marketeur, même si on a un marketeur, entre guillemets, un peu hardcore, on est in fine l'avocat du client. On est là pour comprendre le client, on est là pour l'aider, on est là pour l'aider à prendre une décision, on est là pour comprendre sa situation. On n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour le prendre pour un con, on n'est pas là pour l'accuser, on n'est pas là pour le chier à la gueule. C'est super important. C'est que le cynisme, en fait, le cynisme rend les gens de très mauvais marketeurs. Parce qu'ils prennent les gens pour des cons, sauf que en fait, les gens, c'est pas des cons. Les gens sont les gens font des choses connes, mais ils sont pas intrinsèquement cons. Ils ont une mécanique mentale qui les amène à prendre des décisions et à avoir des croyances, et il faut comprendre ça. Il faut pas juger ça, il faut comprendre la mécanique, s'insérer dedans pour proposer un produit qui est pertinent à un moment donné dans la vie du client, quoi. Donc j'ai pratiqué ça pendant longtemps. J'ai bifurqué vers l'enseignement, entre autres, je pense pour une quête de sens ou pour une création de sens. C'est que ma première activité économique, quand j'ai commencé sur Internet il y a très longtemps, c'est j'étais prof particulier d'économie pour des élèves en prépa HEC, parce que j'avais besoin de sous, quoi. Donc j'enseignais l'économie et j'avais beaucoup aimé ça. Et donc revenir vers de l'enseignement, ça me plaisait. Et pour moi, ça a créé du sens, en fait, partagé. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont ce truc-là, d'autres qui l'ont pas, mais moi, en fait, enseigner, ça fait du sens. Même si un jour, tu vois, je sais pas, je suis super riche, milliardaire, machin, président du monde et tout, continuer à enseigner, tu vas toujours avoir, je sais pas, un canal YouTube ou un canal Telegram où je peux enseigner des trucs, je pense que je le ferai. C'est je sais pas, ça fait sens pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que je suis allé vers l'enseignement. Ok, je comprends. C'est intéressant parce que d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont un peu rares, mais tu vois, je pense à des gens comme Naval Ravikant, qui, bon, concrètement, a pas besoin de s'amuser à faire du contenu sur Twitter et à participer à des live Clubhouse à l'époque pendant des heures, etc. Parce que le mec, il pèse un peu lourd en termes de deal flow. Et pourtant, il transmet. Et j'ai l'impression aussi, et tu me diras si c'est pareil, tu vois, c'est de partager du contenu, ça te permet aussi de structurer ta pensée, de retenir un peu tes leçons, de pouvoir y revenir et tout. Et si t'as pas ce truc d'écriture, ça arrive pas en fait. C'est vrai que le fait d'énoncer tes idées, d'expliquer tes idées, de prouver tes idées avec des exemples, déjà ça t'aide à faire mûrir tes idées, ça t'aide à comprendre tes idées. Et finalement, c'est au bout de la deuxième, troisième, quatrième finalement explication de ton idée, de ton concept, que finalement tu arrives, tu vois, à la résumer à une phrase et aller à l'essentiel, aller vraiment au first principle du concept. Moi, un gars qui m'avait beaucoup inspiré dans ce sens-là, c'est Peter Thiel, Thiel, le gars qui avait investi dans Facebook, qui est le premier gars à avoir investi dans Facebook et qui était le cofondateur de PayPal avec Elon Musk.
qui en 2012 était revenu à Stanford, parce que lui, il y a des années, fin des 80, il avait été étudiant à Stanford, et en 2012, il revient à Stanford pour faire un semestre entier, où il va en gros partager, enseigner tout ce qu'il a appris. Donc t'as le mec, voilà, qui est devenu milliardaire d'entrepreneuriat, milliardaire dans la tech, mec très puissant, très connecté avec beaucoup de réseaux politiques, qui va venir et faire une série de conférences et de cours. Ça s'appelle CS 183 Stanford Peter Thiel 2012. C'est juste absolument insane, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ce contenu-là quand j'avais démissionné d'HEC. Donc, en 2013 ou 14, je sais plus. Enfin, c'était il y a longtemps maintenant. Et du coup, je suis un peu perdu et je lis ce contenu-là et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment un contenu, alors, intellectuellement, c'est quand même du haut niveau. C'est que le mec, il te démontre comment être immortel en une équation. Enfin, tu vois, après, il passe à la mythologie grecque pour revenir à l'informatique, repasser à la philosophie, faire un peu de maths et t'expliquer en trois phrases pourquoi on va tous être immortels, quoi. Donc c'est ça que c'est vraiment du bon contenu, quoi. Et ouais, donc c'est ça. Et Naval, que j'ai découvert beaucoup plus tardivement, mais pareil. Le mec, voilà, il est investisseur, il est milliardaire. Je crois qu'il est rentré sur Twitter très tôt, il est rentré sur Uber très tôt, des boîtes comme ça. Il a cofondé AngelList. Mais le type, ouais, il enseigne. Ce qui est super cool comme process chez Naval, c'est dès qu'il a une idée, il la balance sur Twitter. Et du coup, en fait, Twitter, c'est son bloc-notes. Il va juste écrire ses idées. Il va pas retweeter, il va pas faire de thread, il va pas chiler quelque chose, tu vois, il va pas. Non, il va juste, dès qu'il a une idée, il la tweet. Et je trouve que le process est super bon. D'ailleurs, ça me tenterait de faire la même chose, quoi. Dès que j'ai une idée ou dès que je tombe sur une idée, qui est pas forcément la mienne, hop, je la tweet, je la balance. À ceci près que moi, je mettrai la source pour pouvoir retrouver. Moi, je mettrais, tu vois, l'idée, et après, en réponse, je mettrai la source, comme ça, je peux retrouver la source derrière, si jamais j'ai envie d'y revenir, quoi. T'as Alexandre Mozy qui fait ça aussi pas mal, hein, tout ce qui lui passe par la tête, il le tweet. Et selon les réactions qu'il y a en face, il dit, est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse un contenu long et que je développe le sujet, etc. Et ça me fait penser, moi, tu vois, à la campagne de Trump. On me disait, ouais, faut lui enlever Twitter, c'est un malade. Ah non. Il postait 20 fois par jour des insanités pas possibles. Il regardait celle qui avait le plus de retweets et ça faisait son prochain meeting, en fait. C'est la personne qui veut le comprendre. C'est ça. Ils avaient aussi fait, ils mesuraient l'applausomètre, je sais pas comment ça se dit, en fonction de si les gens gueulaient comme des malades quand ils balançaient genre build the wall ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et ouais, ils avaient une espèce d'approche qui était assez barbare. En fait, ce qui est bien, je pense que ce qui est intéressant surtout pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'était optimisé mais pas suroptimisé. Tu vois, c'est pas en mode big data, on prend des milliers de data points, plein d'algorithmes et tout, et on va essayer de retargeter le mec. Non, c'est genre on joue à fond sur le why, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit ce qu'on dit, sur le who, donc le storytelling, la personne, donc le attractive character en marketing, quoi. Et on joue sur ça comme des malades. On regarde quelles sont les ficelles qui marchent bien. Et après, on va vraiment redoubler d'efforts sur ces ficelles-là, les réutiliser encore et encore et encore. D'ailleurs, dans le même style, Andrew Tate faisait ça. Andrew Tate, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mec, c'est un talent inné. Et un truc, et c'est compliqué en fait, il y a tellement de contenu dans tous les sens que c'est compliqué de voir l'évolution du personnage. Et t'as un mec qui s'appelle Anthony Pompliano, qui a un podcast sur la crypto, qui est américain, qui est un mec extraverti, comme tous les gens extravertis, c'est une victime et un hypocrite. Et Pompliano avait fait une interview de Tate une grosse année ou année et demie avant que Tate devienne célèbre. Mais il sort cette interview, il la publie qu'une fois que Tate est devenu célèbre. Sauf qu'en fait, à travers les sujets, tu sais que, tu parles d'une conférence là, etc., tu sais qu'en gros, t'es genre début 2021, quoi, plus ou moins, quoi. Et donc là, en fait, en écoutant cette conférence, j'ai vu toutes les idées de Tate avant qu'elles soient populaires. Et en fait, tu vois vraiment l'anecdote, l'idée, la punchline. Tu sais, à chaque fois, l'anecdote avec une punchline et un exemple. Ou par exemple, l'idée, punchline, exemple, qui va passer le message. Donc, idée un peu triptyque. Et tu vois un peu ce triptyque qui est en train de se former. Et donc, tu vois, entre guillemets, la version bêta du produit. Et tu vois vraiment l'évolution, quoi. Et là, tu te rends compte que, ok, en fait, le mec, évidemment, il a un talent pour gérer l'éloquence et le logos et le raisonnement et la provocation, c'est sûr. Mais derrière, il y a un énorme boulot d'itération. Et c'était assez amusant de voir ça, quoi. Peu importe ce qu'on pense du personnage, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, tu vois, la mécanique de persuasion, la mécanique de viralité, etc., quoi. J'ai aussi un peu ce truc, quand il y a quelqu'un qui perce un peu sur les réseaux ou en business, etc.
que je l'aime ou que je le déteste, et d'autant plus si je le déteste, tu vois, je vais aller creuser comment il a fait, pourquoi, etc., pourquoi il dit telle chose. Pareil, Trump, pas fan, hein, personnellement, mais je vais lire des bouquins sur lui, les siens, d'autres. T'as Scott Adams qui a fait un très bon bouquin qui s'appelle Win Bigly, qui dit en gros, j'avais annoncé que Trump allait gagner et il y a tout le monde qui m'a traité d'imbécile. Et voici pourquoi il a gagné. Et il t'explique que le seul moment où Hillary il a failli revenir dans la course, c'est parce qu'il y avait Cialdini derrière, etc., etc. C'est assez intéressant. Et tu te rends compte que on veut tous faire, au début en tout cas, tu vois, du marketing très compliqué, très fancy, on veut se croire très intelligent, on excite nos copains copywriters, etc. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est des idées très très simples, puissantes, primaires, martelées. Et on voit de plus en plus sur Internet, aujourd'hui, des gens qui, d'apparence du moins, n'habitent rien au marketing et qui arrivent à prendre des grandes places dans leur domaine d'activité. Et moi, je trouve ça très rassurant quelque part parce que quelqu'un de profondément authentique qui dit ce qu'il pense sans aucun filtre, qui réfléchit pas à du grand marketing, mais juste qui ensuite est à l'écoute des réactions en face de lui, peut finalement se faire une place, faire un nom sans avoir des stratégies ultra complexes, quoi. Ouais, en plus, je pense que, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une dimension supplémentaire, c'est que ça fait quand même 3 ans que le monde est devenu très compliqué. Tu vois, t'as le Covid, t'as les machins, t'as les vaccins, t'as les controverses, t'as les guerres en Ukraine, t'as les crises économiques, t'as les bulles financières qui pètent, t'as des élections au milieu dont finalement, quel que soit le pays, in fine, personne ne reconnaît la légitimité. Donc le monde est devenu très nébuleux, très complexe, très instable. Les gens finalement sont un peu perdus là-dedans, sont stressés, sont anxieux. Si toi tu débarques avec un récit compliqué, des plans en 12 étapes, du marketing on n'y comprend rien, c'est pas possible. Aujourd'hui, ouais, le marché, les gens veulent de la simplicité, veulent de la clarté, veulent une forme d'honnêteté et de transparence. Pas complète, c'est qu'on peut se faire créer son personnage, tu vois, ou choisir qu'est-ce qu'on dévoile pas. Évidemment, on a évidemment un droit à la vie privée, enfin, encore heureux. Mais il y a ce désir, c'est un peu genre simplicity wins, quoi. Moi, genre mon paradigme du moment, c'est les 4 L. L, c'est pour low, donc peu ou bas. Donc low cost, low tech, low human, low complexity. Donc peu de tech, peu de coûts, peu d'humains, peu de complexité. Donc en gros, se focaliser sur des business qui peuvent être gérés à 2, 3,5 en prenant en compte le support client par time. Pas des funnels compliqués avec 50 upsell, downsell, machin, cross-sell et tout. Pas des séquences email sans fin, tu vois, avec des conditions, des tags, des boucles, des machins, des trucs. Vraiment être dans la simplicité maximale et focaliser à fond sur, bon, évidemment, qualité du produit, mais sur le marketing, le who, donc qui t'es, quelles sont tes histoires, quelle est ta origin story, quelle est ta épiphanie, c'est ta révélation, quand est-ce que tu as découvert finalement ton truc, donc, un peu poser vraiment les gros classiques du storytelling, et après why, quoi, pourquoi tu fais ce que tu fais. Je sais que le start with why, je supporte pas cette théorie parce que c'est un truc de mongolien et j'essaie de dire de coach, mais comme je suis un coach, je fais un peu attention. Mais c'est gratuit. C'est moi qui offre. Pas de problème, avec plaisir. Mais bon, mais mine de rien, le Start with Why, il est plus pertinent que jamais. Dans ce monde nébuleux, ultra complexe, machin, avec des marchés saturés, puis tout le monde qui gueule que des conneries partout. C'est que le monde, et surtout Internet, est devenu une espèce de cours de récré où tout le monde hurle dans tous les sens, court dans tous les sens, les yeux bandés, en panique complet. Et c'est vrai qu'au milieu de ça, finalement, pour prospérer, pour créer une activité, pour connecter avec des gens, il faut avoir cette simplicité, quoi. Parce que ça va rassurer les gens, ça va attirer les gens. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'aime bien étudier, tu vois, des politiques, des entrepreneurs, tu sais, des gens vraiment qui ont marqué leur temps. C'est me dire, ok, pourquoi lui? Et alors, bien sûr, c'est systématiquement des gens brillants, machin, etc. Bon, ok, passons. Mais en général, c'est vraiment, il y a 1 ou 2 arcs de communication avec des idées très très simples, martelées comme pas possible. Et là où ça devient plus pernicieux, c'est que tu étudies les gens qui ont été très populaires mais qui ont fait beaucoup de mal dans l'histoire, et tu te retrouves exactement la même chose. Et quand tu comprends ça, et que tu regardes le monde actuel, et que tu vois certains trucs, tu te dis, oh putain. Ouais, mais tu vois, si tu prends tout ce qui est un peu, finalement, la manipulation. On peut dire persuasion, on peut dire manipulation. En vrai, la différence entre
persuasion et manipulation, on va dire, c'est peut-être la finalité, quoi. Est-ce que ton intention, elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise, quoi? Si elle est bonne, c'est de la persuasion. Si elle est mauvaise, c'est de la manipulation. Bon. Mais tu sais, enfin, je veux dire, c'est propre de la nature, quoi. Pourquoi un bébé chaton, il est mignon, quoi? C'est de la manipulation. C'est pour qu'un humain soit assez con pour l'adopter, quoi. Ou, tu vois, enfin, pas forcément con, mais tu vois, pareil pour les chiots, parce que sinon, il est mort, le truc. Il y a une forme de sélection naturelle qui a fait que les chatons les plus mignons et les chiots les plus mignons, bah, finalement, ont trouvé, bah, une famille qu'ils ont adoptée, et donc ont pu, bah, survivre et procréer, quoi. Et gérer un gamin humain, bon, j'ai pas de gamin, mais un jour, j'en aurai. Un gamin, humain, bah, il est conçu pour aspirer de l'attention de la daronne, au détriment du père et des frères et sœurs, quoi. Tu vois, et finalement, les dynamiques de persuasion, de manipulation, enfin, c'est le propre de la nature humaine, quoi. Donc, bon, bah, le fait qu'Hitler en use, bon, bah, ouais, bon, bah, enfin, c'est la nature humaine, quoi. Tu vois, je veux dire, Hitler ou Staline ou qui tu veux, tu vois, mais, donc, je sais pas, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais pas. Je sais pas si je peux dire que ça m'inquiète. Mm-hmm. Mais c'est plutôt, tu vois, je regarde le monde, je me dis, oh, on n'a pas fini. Hein. Et du coup, tu vois, sans verser dans la paranoïa survivaliste, mais... Oh, si tu peux, hein, moi je prends. Hein. Ouais, je sais. Mais tu vois, de plus en plus, je suis là, je suis bon. Je vais faire comme si tout allait bien se passer, parce que 99,9% du temps, il y a tout le monde qui annonce la fin du monde et il se passe rien du tout. Mais bon, être un peu prêt au cas où, tu vois, c'est avoir ton plan B. Je trouve pas ça complètement déconnant, alors que, tu vois, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, je t'aurais dit, oh, fais chier, tout va bien, arrête de faire chier. Et plus je vois, après, c'est peut-être aussi, tu vois, la bulle algorithmique dans laquelle je suis, à quoi je suis confronté sur Internet, ce que je regarde, donc ce qu'on me montre et tout. Moi, j'ai toujours dans mon entourage 2-3 personnes comme ça, des gens assez au contact de l'économie, mais à un niveau un peu plus macro ou politique, ou des gens qui comprennent bien l'histoire, etc. Et j'essaye d'avoir à peu près 50% de pessimistes, alarmistes, qui me disent va te mettre dans un bunker, et l'autre moitié qui me disent quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, t'inquiète. Et selon comment je me sens, j'en appelle l'un ou l'autre pour niveler, tu vois. Mais dans un monde de plus en plus incertain où il se passe des dingueries de plus en plus, c'est pas trop mal de comprendre comment ça marche et qu'est-ce qui peut se passer, etc. Même si on peut plus rien prédire aujourd'hui. Ouais, bah en fait, si tu peux prédire que tu auras, à mon avis, et le pire et le meilleur qui va se passer. Ça, c'est que ce sera ni un scénario positif ni un scénario négatif, ce sera du très bon et du très mauvais en même temps. Moi, la vision que j'ai là-dessus, c'est plus, tu vois, les révolutions techno, on va dire, bouleversent les structures économiques, qui bouleversent à leur tour les structures sociales et politiques. Bon, ok, on prend la ficelle un peu facile, Seconde Guerre mondiale, Hitler et compagnie, pour prendre vraiment du basique, quoi. Bah, t'as une révolution industrielle qui change les modes de production. T'as une révolution financière qui permet une financiarisation des bulles spéculatives, etc. Crise de 29, effondrement industriel, etc. Au même moment, bien l'État, il a accès à la radio pour faire de la propagande. Les nazis ont été les premiers à utiliser la radio à des fins de propagande, faut pas l'oublier. T'as des capacités industrielles pour déplacer des gens et les buter si t'en as envie. T'as tout le développement de la chimie moderne, just saying, tu vois. T'as le développement des armes modernes avec la Première Guerre mondiale et puis après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, je dirais la boufferie de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, plus la Deuxième que la Première, c'est un paradigme technologique qui a changé une réalité économique, qui a bouleversé les structures sociales et les structures politiques. Et soudainement, t'as un mec qui prend une radio, il fait une tournée en avion, il peut devenir dictateur, et après avec des moyens industriels, il peut buter tout le monde autour et massacrer tous les gens avec qui il n'est pas d'accord. Avec des moyens industriels. Est-ce que nous, on vivra finalement... Nous, aujourd'hui, c'est l'ère du digital, c'est l'ère de la biotechnologie, c'est l'ère de l'IA, c'est l'ère du big data. Et si carnage il doit y avoir, je pense que ça viendra plutôt de là. Alors, l'Ukraine, c'est un peu le contre-exemple, puisqu'ils y vont en mode old school, eux. Mais en fait, c'est presque un épiphénomène. C'est tragique de dire ça, mais c'est un épiphénomène, je veux dire, par rapport aux enjeux actuels, quoi. Et donc, c'est vrai que le problème, finalement, de checker l'histoire, c'est que finalement, c'est peut-être que les grandes catastrophes de notre époque seront liées aux technologies. Et on voit bien que nos technologies bouleversent les systèmes politiques, bouleversent le monde du travail, bouleversent les rapports sociaux, que il y a plus aucune élection qui est considérée comme étant légitime parce qu'il y a toujours un mec sur Internet qui va dire qu'il n'est pas d'accord, ou on va trouver peut-être des preuves qu'il y a eu de la tricherie ou autre, quoi. Et donc, la boufferie, elle viendra probablement de là. Après, dans cette période de mutation,
En fait, ces périodes de mutation qui entraînent donc crise, guerre, violence, elles donnent lieu à la création de nouvelles institutions. Alors, je suis un peu mon prof d'éco, mais une institution en économie, c'est des règles écrites ou non écrites, formelles ou informelles, qui structurent les interactions entre les individus. Donc la religion, ça peut être une institution, le droit du travail, ça peut être une institution, la réglementation bancaire, ça peut être une institution. Dans certains cas, c'est écrit, dans d'autres cas, c'est pas écrit, quoi. Et ces nouvelles institutions, vont pacifier la situation et faire en sorte que la valeur ajoutée qui est créée soit davantage répartie. Tu vois, je dirais, dans les années 1880, on a des crises profondes. On va légitimer le syndicalisme pour qu'en gros les ouvriers arrêtent de se faire exploiter, que ce soit pas germinal, tu vois. Dans les années 30-40, crise profonde, on va développer l'État-providence pour qu'en gros, voilà, les gens aient quand même un matelas de sécurité basique et qu'on ne laisse pas crever, quoi. Donc la question, c'est quelles vont être les institutions qu'on va pouvoir créer qui vont faire en sorte que toutes ces innovations qu'on est en train de développer puissent bénéficier au plus grand nombre. Alors certains disent que ce sera le revenu universel, peut-être pas. En attendant, c'est le bordel. Et c'est vrai que on peut rester sur une analogie genre années 40. Moi, je suis mal dans ce mood-là. Et de me dire, en fait, ça va être le bordel encore un temps. Et quand la poussière sera retombée, il y aura un rideau de fer quelque part. Tu vois. Et il y aura des gens qui seront, putain, la poussière, la redescend, ils font, merde, je suis chez les cocos, tu vois. Et ils l'ont pas vu venir, parce qu'entre temps, ils se sont fait déporter, machin, envahir, réenvahir, bombarder. Il y avait rien à bouffer pendant 5 ans, tu vois. Et le mec, quand il reprend ses esprits, il fait, oh fuck, je suis chez les cocos et je suis bloqué pour 70 ans maintenant. Enfin, bon, pour 50 ans, mais. Et moi, c'est plutôt ça dont j'ai peur. C'est de me dire, ok, est-ce que je suis suffisamment en mouvement? Est-ce que je suis suffisamment alerte? Quand je dis mouvement, c'est en termes d'idées dans le cerveau, en termes de professionnel. Est-ce que je suis capable de me réinventer professionnellement? Ça tombe bien, c'est un peu ton métier d'enseigner ça aux gens. Est-ce que je peux me déplacer géographiquement si nécessaire? Encore une fois, ce que nous on enseigne, c'est que si le mec il peut gagner du fric, entre guillemets, indépendamment du système, il a la liberté, enfin il gagne en liberté géographique, ok, donc liberté professionnelle, liberté cognitive, liberté géographique. Et finalement, je pense que plus que jamais, il faut développer ces libertés-là et ses compétences et les compétences qui précèdent ces libertés. Là, c'est moi qui vends au calme, quoi. Pour justement rester mobile, voir venir les choses et quand la poussière commence à redescendre, voir où sera le rideau de fer et quelles seront les zones où en fait où on sera potentiellement prisonnier, quoi. Tu vois, c'est pas impossible que l'Occident devienne un enfer sur terre, quoi. Avec des banques centrales, avec des central bank digital currencies, donc en gros des crypto-monnaies gouvernementales où les mecs vous espionnent, contrôlent tout, décident qu'est-ce que vous pouvez acheter, quand, comment, etc., peuvent prélever l'argent sur votre compte directement sans vous demander, etc., etc. Quand on nous rajoute des confinements climatiques, des crédits carbone, et quand tu vois les délires du forum de Davos, je suis un peu conspirationniste, mais c'est pas grave, je suis sur ta chaîne, pas sur la mienne, donc si un qui se fait striker, c'est pas moi. Tu vois, quand tu vois ce que les mecs ils annoncent et ils sont là en mode trop content, alors ouais, on a un truc. On peut foutre une puce dans l'estomac du mec. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, s'il est pas d'accord, c'est pas grave. Ok. Et on peut vérifier s'il prend bien ses médicaments. Et s'il prend pas les médicaments qu'on lui dit de prendre, et oui, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'il doit prendre. Eh bien, on lui impose une sanction financière, on lui retire de l'argent sur son compte, voire on le prive de liberté, ou on bride sa liberté. C'est un peu en mode crédit social chinois. Et quand tu vois quand tu vois le kiff des mecs aujourd'hui, je me dis ouais, tu vois, l'Occident, là, il y a beaucoup de poussière. Peut-être que tous ces scénarios absolument délirants ne verront pas le jour, je le souhaite. Mais si ça voit le jour, je pense qu'il faut être mobile. Donc moi là, il y a une vraie prime à la mobilité dans notre époque. Donc c'est très nébuleux, c'est très bordélique. Il y a beaucoup de violence politique, verbale, militaire dans certaines zones, sanitaire. Voilà. Et mais pour être sur une note positive, les gens qui sont mobiles aujourd'hui, encore une fois, qui sont mobiles professionnellement, cognitivement, géographiquement, n'ont jamais aussi bien vécu, quoi. C'est que la caste, le groupe des gens qui arrivent à atteindre cet objectif, et ça veut pas dire être millionnaire ou n'importe quoi, c'est juste, tu vois. Il n'y a pas besoin. T'as pas besoin, ouais. T'es juste mobile, tu vois. Et les gens qui accèdent à ça, finalement, ont un confort, une qualité de vie, une expérience de vie absolument insane, quoi. C'est de fait, quand tu arrives à ça, tu as quand même, à façon d'avoir nécessairement beaucoup d'argent, tu as quand même une expérience de vie sur Terre qui peut être succulente, tu vois, vraiment. 100%. Donc, il y a quand même une lumière au bout du tunnel, quoi. Moi, je parle régulièrement, que ce soit mon audience ou à nos clients, de la fuck you money ordinaire.
Tu vois, on s'imagine que la fucking monnaie, c'est il faut être PDD, avoir les jets privés, les machins, avoir 25 personnes en personnel à la maison, etc. Non, non. Juste assez d'argent pour travailler d'où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, t'enlever 50 à 80% de tes emmerdements du quotidien, et être libre de gérer ton temps et ta vie comme t'as envie. Et ça, alors après, ça dépend des structures familiales, t'as combien de gosses, est-ce que t'as une maison, machin truc, hein. Mais à partir de 10 000 balles par mois, tu peux déjà faire des trucs cool. Quand t'as 10 000 balles net, t'es déjà relativement peinard, en fait, dans pas mal d'endroits, à moins que tu veuilles vivre à Paris ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en France, t'es vite peinard, en fait, et donc t'es vite mobile aussi. Tu peux investir ton capital comme tu veux. Et moi, je pense que le goal, en fait, si tu veux, avant même de vouloir gagner des millions, c'est déjà combien tu mets dans ta poche, en profit, hein, parce que le CA, on en parle un peu en off, le CA, c'est pas le profit. Et surtout de comment tu le gagnes. Est-ce que tu es bloqué quelque part? Est-ce que tu es obligé de... Moi, j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir parce qu'ils avaient une activité qui tournait hyper bien en présentiel. Il y a eu le Covid, chiffre d'affaires zéro. Ils savaient pas digitaliser leur activité. Ils savaient pas attirer des clients sur Internet, ils savaient pas délivrer sur Internet, etc. En fait, ils sont trop dans la merde et c'est pour ça qu'ils débarquent chez moi. Bah, en fait, avant même l'argent, souvent l'argent n'est qu'une conséquence, tu vois. Et finalement, c'est avant même de regarder l'argent, c'est quelles sont les compétences que tu as, quelles sont celles que tu peux développer, qu'est-ce qui est monétisable dans ce que tu sais faire. Il y a beaucoup de choses que tu sais faire qui est monétisable. Bon, je t'apprends rien, c'est ton métier de leur enseigner ça. Donc, tu as tout ce qui est finalement, ok, est-ce que tu as de la matière première que tu peux un peu exploiter, développer, qui est déjà là? Et l'autre truc, c'est tout ce qui va être un peu, est-ce que tu arrives à créer soit du réseau avec des professionnels, soit de l'audience, soit si possible les deux. Et l'audience, tu vois, ça peut être que tu as 100 personnes qui kiffent ce que tu fais, c'est ultra important pour eux, enfin pour elles, et ça peut suffire, quoi. Tu sais, c'est un peu la théorie des 1000 true fans, quoi. T'as 1000 mecs qui surkiffent ce que tu fais. Bon, 1000, ça peut déjà paraître beaucoup, mais déjà avec 100 personnes qui surkiffent ce que tu fais, tu peux commencer à avoir beaucoup d'options, quoi. Et finalement, tu vois, à la génération d'avant, c'est en mode, ouais, faut avoir de l'immobilier, faut avoir des trucs comme ça, faut avoir ce genre d'actifs, il faut avoir de l'or, de l'immobilier, des actions, et je suis pas contre, hein, mais, et j'en ai moi-même, mais le vrai actif antifragile, tu vois, c'est avoir de l'audience. T'as des compétences qui évoluent, t'as de l'audience, t'as un réseau professionnel de gens qui te recommandent, qui te respectent. En fait, si tu développes ça, t'es inniquable économiquement. Même ChatGPT, IA, machin, oui, ça pourra bien un peu chambouler et tu devras peut-être évoluer, mais t'es imbutable économiquement. Et finalement, avec tes 10K par mois, tes 20K ou même tes 5K pour démarrer, de profit, ça va, ça se fait. Je l'ai vécu ça, je me suis rendu compte de plein fouet. J'avais un business avec un associé il y a quelques années. À un moment, on décide de se séparer. La séparation, elle se fait un peu brutalement. Et je me retrouve à repartir de zéro, mais j'ai mon audience et mes compétences, tu vois. Et sur le coup, je suis un peu là, genre, wow, je repars de zéro du jour au lendemain, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à quelle vitesse j'étais capable de faire 20, 30, 40K pour réamorcer la machine. Juste parce qu'il y a des gens qui me suivaient, que j'étais capable de leur proposer quelque chose à partir de ce que je savais faire, qui me faisaient déjà confiance. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir une audience et des compétences, franchement, aujourd'hui, on s'imagine qu'il faut savoir faire des trucs fous, mais le niveau moyen, il est tellement bas que juste si tu sais un peu faire des trucs, tu peux déjà gagner de l'argent. Audience plus compétences. En fait, c'est ton réseau et ce que tu sais. Et ça, on peut pas te l'enlever. Donc en fait, où qu'aille le monde, si t'as du réseau et que tu sais faire des trucs, tu trouves toujours un moyen de gagner un peu d'argent. En fait, dans cette dynamique, moi, j'ai un peu résumé ça au concept de maximalisme. C'est, tu sais, je travaille beaucoup dans les cryptos, parce que j'ai beaucoup de clients dans les cryptos. Quand je fais du consulting marketing. Et dans les cryptos, tu as un concept, c'est les Bitcoin maximalistes. T'es familier un peu avec cela ou pas? Ouais, je vois. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent pas, les Bitcoin maximalistes, c'est en général des gens super toxiques, mais c'est pas pour ça que j'en parle. Et c'est des gens qui croient que dans le Bitcoin. C'est qu'ils ont pas de compte en banque, ils ont du Bitcoin. Ils pensent que le Bitcoin va remplacer le dollar, l'euro, enfin. Ils pensent que le Bitcoin va remplacer le pétrole, la voiture, le gouvernement, bref. Les mecs, ils croient que dans le Bitcoin. C'est leur truc. Ils ne jurent que par ça, ils ne vivent que par ça, c'est ça. Ils sont des maximalistes du Bitcoin. Et je me suis posé la question, si je devais être un maximaliste, je serais un maximaliste de quoi aujourd'hui? Est-ce que je suis un maximaliste du marketing en ligne? Est-ce que je suis un maximaliste d'une crypto particulière? Est-ce que je suis un maximaliste, d'une idéologie ou un truc comme ça? Et en fait, non, le seul pari qui fait sens, le seul maximalisme qui fait sens, et ça va avoir l'air très nombriliste, c'est un maximaliste de sa personne. C'est avoir comme obsession, et comme finalement objet professionnel,
de maximiser sa personne, son réseau, sa santé, sa sécurité, ses compétences, son audience. Et tous les jours, le job, c'est juste ça, en fait. Et finalement, les business, les produits qu'on peut vendre, les prestations qu'on peut faire, ce ne sont que des conséquences des conséquences économiques naturelles, quoi. Et inévitables. Et si tu es un maximaliste de ce que tu es, si tu entre guillemets radicalisé ton positionnement, donc là, il y a un vrai boulot de positionnement aussi, hein. C'est que tu vas juste être, alors voilà, moi, je suis le millième mec qui fait une agence pour t'aider à des Facebook Ads. Tu peux pas. Tu vois, il faut arriver avec un truc un peu différent, avec un positionnement, avec une vision, avec une stratégie. Peu importe. Mais il faut aller un peu se brander, se marketer, quoi. Se rendre un peu unique. Mais en fait, investir là-dedans, ouais, c'est le meilleur investissement possible, quoi. Donc, en gros, être un maximaliste de sa personne. Donc, moi, je suis un Tugan Maxi maintenant. Et ça fait super nombriliste, tu vois. Ça fait vraiment le mec qui s'autosuce et qui se kiffe. Mais en fait, déjà, je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et deux, c'est très bien, en fait, tu vois. Aussi longtemps que c'est pas au détriment de d'autres personnes, pas de souci, quoi. Justement, un post qui est programmé pour ce matin sur LinkedIn où on enregistre, où je disais, en fait, les gens que je vois, moi, dans mon audience, j'en trouve beaucoup des comme ça, tu vois, j'ai tellement donné, j'en peux plus. Non, en fait, si t'as tellement donné que t'en peux plus, c'est parce que tu cherchais pas à donner, tu cherchais un espèce de mécanisme de soumission et on me doit quelque chose, donc je suis gentil pour qu'on m'aime, je suis gentil pour qu'on achète, je donne du contenu gratuit pour qu'on achète. Non seulement ça marche pas, mais en plus de ça, c'est comme les mecs trop gentils qui sont trop gentils pour pécho, ils pécho absolument pas et ils deviennent ultra aigris. Et en fait, quand tu pètes ça, tu penses plus qu'à ta gueule. Au début, t'es un peu rude, un peu agressif avec les autres parce que le temps de te reconstruire un peu, c'est genre j'en ai plein le cul, etc. Et il y a un moment, le fait de penser 99% du temps qu'à ta gueule fait que toi, tu te nourris intérieurement, financièrement, psychologiquement, de ce que tu veux, et tu finis par avoir envie d'être sympa avec les autres, mais juste pour le simple fait d'être sympa, parce que toi, ça va en fait dans ta vie. Ouais. Moi, je suis intimement convaincu que seuls les fils de pute survivent. Et dans ma communauté, on s'appelle les fils de pute honnêtes. Tu vois, c'est ok, on est radicaux, on est là pour faire du business, on est là pour penser à notre gueule, mais on a quand même de l'honnêteté, savoir qu'on a quand même des règles élémentaires, on vole pas, on triche pas, on ment pas, etc. quoi. On pique pas les meufs des autres, etc. quoi. Bon, ça c'est pas arrivé jusqu'à présent. Mais c'est en fait le côté le côté je suis un mec sympa. En plus, je suis désolé, mais c'est super suspect. Pour moi, les gens qui arrivent et qui font moi je suis un mec sympa, en général, c'est tous des fils de pute. C'est vraiment les pires crapules, quoi. C'est toujours les plus gros fils de pute, les plus grosses ordures, et je donnerai pas de nom parce que je suis sur ta chaîne. C'est toujours des mecs qui arrivent, tu vois, non mais moi, je suis un mec sympa, moi, je suis un mec cool, moi, je suis un mec qui fait le bien. Et putain, surtout à commencer dans tout ce qui est un peu Startup Nation et compagnie. Tu vois, je supporte pas ces bâtards. Tu sais, tout ce qui est en gros les wannabe startuppers là-bas sur LinkedIn. Et les mecs qui sont toujours là en mode ouais, tu sais, nous dans notre startup, on est inclusif. Donc, on a mis une meuf noire, transgenre, LGBTQ, en chaise roulante. Bref, tu coches tout ce que tu peux cocher, issu de la minorité, racisé, discriminé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, tu mets le full package, d'accord? Et on l'a mis en Chief Happiness Officer. Donc nous, voilà, on est moralement supérieur à vous, les coachs sur Internet, vous les vendeurs de formation, que des gros fils de pute qui pensaient qu'il y a gagné de l'argent pour s'acheter des Lamborghini. Et en fait, ce mec avec sa startup, il vient d'où l'argent pour sa boîte? Parce qu'il n'a pas de product. Ou il y a un vague product, mais l'argent, il vient de subventions. Ça vient de la Banque publique d'investissement, la BPI. Le mec, il est à la station F, il prend l'argent de la BPI pour financer ce espèce de merde là. Et il vient d'où l'argent de la BPI? Il vient de la classe moyenne qui se fait tondre, qui elle n'est pas forcément LGBTQ, racisée, en chaise roulante et transgenre. Même si j'ai aucun problème avec les gens qui cochent ces cases-là. Ça vient, je dirais, du bon trou du cul de base qui paie ses impôts, c'est du bon soldat. Lui, il se fait rançonner toute l'année pour qu'on crée la Banque publique d'investissement, pour qu'il y ait des fils de pute comme ça qui font semblant de travailler à la station F, qui disent nous on est là pour le bien, nous on est gentils, nous on est le camp du bien, on est le progrès et tout. Vous à tous les gens là, les coachs, les formateurs sur Internet, quand même, machin. Ils sont là, ils pincent le nez quand même. Non, c'est pas moral ce que vous faites et tout. Et alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont complices finalement du racket de la classe moyenne, quoi. Le racket de la classe moyenne, c'est un truc qui est violent, quoi. C'est pas un truc qui est gentil et c'est profondément immoral, quoi. L'impôt, c'est du vol, faut pas l'oublier, quoi.
C'est bien vendu, hein, mais c'est du vol. J'ai eu des discussions récemment avec 2-3 personnes comme ça, tu vois, un peu monde startup, freelance, etc. Et en fait, ils nous prennent de haut jusqu'au moment où ils regardent les chiffres. Ouais. Et quand ils regardent les chiffres, en général, il y a deux trucs. C'est soit ils ont deux neurones qui se touchent, ils se disent bon, que j'ai peut-être des trucs quand même à apprendre. Soit ils sont profondément déconnectés du cerveau et en fait ils vont chercher une raison de justifier que toi t'es méchant et que c'est pour ça que t'as de l'argent. Mais de plus en plus, je vois la frontière entre Startup Nation et formateur en ligne qui s'effrite. Et ils commencent à voir, ok, c'est bien, l'argent coule plus autant à flot qu'avant. Il va falloir bootstrapper des trucs. Il va falloir apprendre à être rentable. Il va falloir apprendre à faire du profit. Il va falloir apprendre à vendre. On peut pas que faire lever sur lever sur lever sur lever et faire de l'acquisition de clients à perte jusqu'à avoir cramé tous les concurrents et être valorisé, faire une exit. Et le truc, il est toujours pas rentable après 10 ans. Et donc, on voit qu'ils commencent à se dire, mais attends, il faudrait que j'aille regarder ce qu'ils font les formateurs, quoi. Attends, ils viennent en ronronnant, en miaulant, en se frottant contre nos jambes. Hein. Vraiment. Je sais. Ils le disent pas, ils l'assument pas, mais c'est ça, c'est en mode, c'est en mode, je t'ai toujours aimé, donne-moi une croquette, caresse-moi un peu, tu vois. Et écoute, c'est bien qu'ils viennent à la raison et qu'ils comprennent un peu la réalité économique. Mais ce qui est cool, c'est que les gens de notre paradigme à nous, on a tellement pris d'avance sur eux en termes de mode de fonctionnement, en termes de technique de vente, en termes de structuration d'une offre. Surtout dans notre monde, quand même, tu crées une offre, tu la vends, tu dois être rentable upfront. Enfin, il n'y a pas de, ouais, je fais un truc pendant 10 ans et je donne de l'amour, quoi. Tu vois, non, il faut être, enfin, on est tellement en itération face à la réalité. Alors que eux, ils planaient des années-lumière, qu'on a une avance sur ces mecs-là. Et je pense qu'ils ont du mal à s'adapter, quoi. Moi, j'ai une de mes grandes théories, c'est que si la France, je dirais, ne finit pas en goulag ou en guerre civile, eh bien, les gens comme nous, les gens qui viennent du digital, tu sais, les crados du digital, on possédera tout. En fait, là, on se rend pas compte parce que nous, on est là, en fait, on est au début de notre exponentielle. Alors, on est là un peu à itérer comme des cons. La plupart des gens de notre monde, ça gagne quelques milliers, quelques dizaines de milliers, certains quelques centaines de milliers, certains très peu, quelques millions, et une poignée, quelques dizaines de millions par an. Tu vois, voilà. Mais on est tellement en confrontation à la réalité, en itération ultra rapide sur finalement le fait d'aller créer du cash. Également, on est des gens qui ont du cash disponible. Tu vois, c'est que j'ai plein de potes qui ont des très belles startups. Des mecs, des boîtes à 50, 100 millions, qui ont des grosses parts ça. Donc les mecs sur le papier, ils valent 10, 20, 30 millions d'euros sur le papier. Mais quand il y a eu le début du bull run des cryptos, ils avaient combien de munitions à allouer aux cryptos pour aller faire un x20 sur du shitcoin ou du x100? Ils avaient quoi? Ils avaient peut-être 20 000 balles disponibles. Là où des gens du digital pouvaient aller déployer plusieurs millions. Quand tu déploies plusieurs millions sur des tokens qui font x10, et qu'en gros, tu en vends au moins une partie en haut, puis après tu fais moins 80%, bah, t'as quand même sorti un putain de paquet de millions, quoi. Même en faisant n'importe quoi, tu sortais un putain de paquet de millions. En fait, la bulle des cryptos, en fait, a clairement donné raison à tous les gens comme nous, quoi. Parce qu'on avait du capital disponible, liquide. On n'a pas de l'equity dans une boîte qui vaut très cher. Non. On a moins, sur le papier, liquide, utilisable, mobile. On va vraiment toujours en revenir à la mobilité, hein. Allouable sur gérer le bon bourrin à un bon moment, faire x10 là-dessus, ok, perdre la moitié, donc on a fait x5 sur sa thune en 2 ans, x5 sur sa thune en 2 ans, quand tu alloues plusieurs millions, t'avoues que c'est quand même confortable, et boum, tu vois. Et maintenant, on a beaucoup plus de thunes, beaucoup plus de réseaux, encore plus rapide, et ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. À la fin de la journée, si la France ne finit pas en guerre civile ou en goulag, tous les hôtels particuliers parisiens, ça appartiendra à des mecs comme nous. On s'en rend pas compte parce qu'on en est au début de notre courbe, tu vois. Et là, maintenant, tu rajoutes de l'IA, tu rajoutes du Web3, tu rajoutes un peu tous ces trucs-là. C'est bordélique pour le moment, donc on voit pas trop vers quoi ça va, mais comme nous, on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus apte à tout tester, tout monétiser beaucoup plus rapidement, boum, c'est nous qui allons la choper cette vague-là. Et là, en fait, on sera très nombreux à passer de, ok, je gagne quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions, quelques dizaines de millions, à faire des exits à 100 millions, 200 millions, 300 millions. Tu vois, tu prends Heroes, H-Y-R-O-S, Alex Baker. Oui. Vendu à 100 millions. Pas d'investisseurs, pas de VC, pas de woke, pas de chief happiness officer. 100 M. Et en fait, je pense qu'on va voir des trucs comme ça de partout. On le voit pas encore aujourd'hui, mais... T'en as aux US, des mecs qui, à la base, sont des infopreneurs et des coachs vraiment de la première heure, qui sont en train, là, j'en vois de certains, t'as Scott Holford, par exemple, des trucs comme ça, qui sont en train de monter des groupes médias. C'est-à-dire que le mec, il fait toujours du coaching one-one en nom propre. Son core product, son programme principal de groupe, etc., c'est devenu une marque. C'est Modern Business Academy, c'est une boîte à part. Et il en est complètement sorti.
Derrière, il a tellement de cash dispo parce que il est sur des trucs, je crois qu'il fait 10-15 millions par an, mais avec du 50-70% de marge. Il est en train de racheter des médias sans personal branding, de les plugger tous ensemble. Alors il y a un machin, c'est pour le bullet journal, l'autre machin, c'est pour de la méditation, l'autre machin, c'est pour se lancer dans l'entrepreneuriat, devenir coach, certification. Il plug tous ces trucs ensemble, il est en train de monter un groupe média colossal avec des podcasters, des youtubeurs, tout ce que tu veux. Et ça va monter des groupes médias qui, sur les 5-10 prochaines années, vont être colossaux, quoi. Ouais. Tu sais, il y a cette théorie tu connais le bouquin The Sovereign Individual? Non. C'est un bouquin qui est assez marrant, qui est écrit, qui est très chiant à lire, mais qui est intéressant, qui est écrit en 98 par deux mecs. Et les types, ils disent que on va rentrer dans un monde grâce à Internet où l'individu sera souverain et où dans certains cas, l'individu sera même plus puissant que des États. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 98 ou 99, ils prennent comme exemple Ben Laden. Ils disent Ben Laden, c'est un individu souverain, très riche, très puissant, très connecté avec ses followers, quoi, et qui mène à lui tout seul une guerre mondiale, au sens où elle est sur plusieurs continents, contre la première puissance de l'époque, les États-Unis. Tu vois, et en fait, t'as un individu qui dit fuck it. Tu vois, aujourd'hui, bon, tu prends l'exemple un peu facile, les Kim Kardashian et compagnie, elles ont plus de puissance que, je dirais, un PDG d'une multinationale, que un homme politique, je dirais, de premier plan. On voit quand même en fait émerger finalement du web des trucs comme ça, enfin, des phénomènes comme ça de plus en plus, ouais, qui ont des capacités, enfin, qui sont très mobiles, qui ont beaucoup de capitaux mobiles, qui ont beaucoup de réseaux, beaucoup d'influence, beaucoup de communautés, et qui évoluent ultra rapidement, quoi. C'est tout, c'est que ça s'évolue très rapidement, alors qu'en face, c'est des structures plus lentes, plus de coûts, plus de rigidité, plus d'idéologie, plus de branlettes. Et ouais, ils vont se décimer. Je connaissais pas l'histoire de Scott Holford, donc j'irai fouiller, ça a l'air super intéressant. Je t'enverrai il a un Substack où il explique toute sa stratégie d'invest. Et en gros, lui, aujourd'hui, il investe plus que dans du média. Il a très peu de SaaS. Il investe que dans du média, donc il rachète des podcasts, il rachète des médias en ligne, il rachète des brands, et il est en train de tout plugger ensemble, et derrière, il a l'écosystème de produits à vendre dessus, quoi. C'est cool. C'est pas mal, ça. C'est intéressant, j'irai voir. C'est cool. Merci, en tout cas, pour la reco, quoi. Donc ouais, c'est la dynamique. Et donc, ça fait un peu démago ce que je dis, mais on va tous les baiser. Écoute, moi j'aime bien l'idée. Hein. C'est quoi aujourd'hui ta vision de l'argent? Et comment elle a évolué ces dernières années? Ma vision de l'argent n'a pas évolué. J'ai toujours voulu faire du fric depuis que je suis petit. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui disaient non à tout. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est que j'ai grandi dans des conditions qui étaient stables, mais avec des parents qui faisaient semblant qu'on était pauvres. Autrement dit, ça allait, tu vois. C'est pas la folie des grandeurs, mais ça allait. Mais c'est toujours, ah non, le Nutella c'est trop cher, on va prendre du faux Nutella, quoi. Putain, le faux Nutella, quoi. Ma mère prenait toujours du putain de faux Nutella pour gratter 2 balles, quoi. Alors honnêtement, elle pouvait payer le vrai Nutella. Bref, toujours traumatisme. Et donc, j'ai toujours eu la dalle. J'ai toujours eu la dalle de faire du fric. Parce que pour moi, faire du fric, c'est avoir du vrai Nutella. Les trucs qui me font chier, j'aurais pas à les faire. Je m'imaginais un petit peu ça. Tu vois, je disais, mais pourquoi je dois aller à l'école, maman? Bah, t'as pas le choix, c'est comme ça. Comment ça, j'ai pas le choix? Bah, c'est ça, c'est le gouvernement qui a décidé que tu dois aller à l'école. Je suis en mode, mais... Et mon point de négociation, genre, j'ai voté pour ça, j'ai signé quelque part. Bah non, t'as pas le choix, c'est comme ça. T'as qu'à gagner de l'argent, être libre, faire ce que tu veux, et tu pourras ne pas suivre les règles si t'as pas envie de les suivre, quoi. Ou du moins les règles un peu qui servent à rien, quoi. Et donc, j'ai toujours voulu avoir du bif pour avoir finalement de la liberté. Donc à la base, c'était pour moi l'argent, c'est de la liberté. C'est des points de liberté. Et c'est vrai que là, progressivement, c'est des points de liberté, mais ma définition de la liberté change un petit peu. Parce que la liberté, ça veut pas dire grand-chose en fait. C'est très théorique. Donc en fait, c'est toujours des points de liberté, mais par liberté, je vais entendre un pouvoir de négociation face à la vie. Tu vois, on va te dire ouais, il faut que, enfin, tous les trucs cons récents qu'on nous a imposé de faire en Occident, quoi. Bah, si t'avais de l'argent, tu pouvais dire non à tout. Hein. Le confinement, c'était pour les pauvres. Hein. Genre c'est con. Hein. Et puis là, tu vois la guerre en Russie-Ukraine. Putain, moi je vis à Dubaï. Tous les riches, en gros c'est simple. Tous les Ukrainiens ou Russes qui sont soit riches, soit qui sont des meufs bonnes, sont ici. Il n'y en a pas un qui a la guerre. Donc les meufs bonnes et les riches, ils sont ici. Et les autres cons, bah ils sont en train de mourir dans une tranchée, quoi. Dans des conditions atroces pour un truc complètement débile, quoi. À coup de dizaines de milliers, ils meurent dans des putains de tranchées. Leur seule faute, c'est de pas avoir de thunes.
C'est pas d'avoir assez de thunes et à travers la thune, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'audience, du capital, de la mobilité, des compétences monétisables, etc. Et finalement, leur seule faute, c'est ça. Et on peut dire, ouais, attends, ouais, mais bon, l'Ukraine, la Russie, c'est loin. Non, c'est à 2 heures d'avion. L'Ukraine, l'Ukraine, la Russie, c'est pas très différent. C'est un peu différent en termes de culture, mais c'est pas, tu vois, on n'est pas dans le Laos ou au Congo, tu vois. Enfin, c'est chez nous, quoi. C'est à côté. Ouais, attends, Ça peut arriver chez nous. Kiev, c'est comme chez nous, quoi. Enfin, t'as Kiev, c'est de l'Europe, quoi. Ouais, ouais. Tout est écrit en cyrillique, donc on n'y comprend rien, mais c'est comme chez nous, quoi. Et je dirais, enfin, c'est pas délirant que demain ça parte en couille et qu'on nous dise, bah non, ok, vous êtes un homme de plus de 18 ans, enfin entre 18 et 25 ans, bah vous devez rejoindre l'armée de terre et aller servir de fantassin pour aller faire la guerre à Poutine, quoi. Ça peut arriver ce truc-là, quoi. Et donc, si tu veux, pour moi, la thune, c'est pas pour, tu vois, acheter la bouteille de champagne en or, la Patek Philippe, régaler tout le monde, la Lamborghini, villa millionnaire, Thaïlande, machin, piscine privée. Non, 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 non. C'est marrant, ça. Enfin, moi, ça me fait pas marrer, mais je respecte que ça fasse marrer des gens, tu vois. Ouais. Pas de souci. Mais l'argent, ça sert pas à ça. L'argent, ça sert à pas servir de cobaye pour des expériences médicales, à pas être enfermé chez soi, à devoir porter 3 masques quand tu dors tout seul chez toi, on va savoir pourquoi, à ne pas être enrôlé de force pour aller à la guerre. Bref, tous les trucs cons, vraiment, tous les trucs cons, en ce moment, c'est réservé aux meufs moches et aux pauvres. Et c'est très méchant, très bête de le dire comme ça, mais ô combien vrai. Donc l'argent, bah, ça s'insère dans cette réalité-là. Et c'est très basique et c'est très bête. Mais malheureusement, la vie, elle est bête et basique en ce moment. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Je regarde, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, un peu. Ouais. Le premier truc, il y avait Statue Game, montre direct. Ça, c'est le début quand on gagne un peu, le premier truc, crame, statue et tout. Et au bout d'un moment, tu vois, plus ça va, moins je le crame, plus je le place, ou je le garde parce que j'ai envie de l'avoir en sécurité. Et il y a des gens il y a pas longtemps qui me disaient, ouais, pourquoi t'achètes pas une Tesla, tu vas mettre sur la boîte en leasing, c'est pas cher, etc. Je fais, alors, moi aujourd'hui, je roule en Scénic tout pété, ce qui fait que si un mec qui me saoule, je lui roule dessus avec la tâche remorque. J'habite dans un village, il y a 5000 habitants, la Tesla, tu la branches où, espèce d'imbécile? Et tu me dis, il faut acheter des chaussures, des machins, des costumes, des trucs. Moi, je suis toute la journée assis dans mon appart derrière mon ordi. Tout de suite, si tu veux, quand t'es pas confronté au monde extérieur et que tu vis dans un petit village, le statut game, tout de suite, ça te passe. Et après, j'ai une chance extraordinaire. Et ça me sert malgré moi. C'est que si je me mets sur Internet en photo avec Rolex, Lamborghini, je perds 50% de chiffre d'affaires. Alors que si je suis en short à la montagne, je gagne des clients. C'est si tu veux. Donc j'ai une incentive personnelle à pas faire n'importe quoi. C'est pratique. Ça fait sens, ouais. T'investis dans quoi, du coup? Je vais avoir bourse, un peu crypto. Alors les montres, parce que moi j'aime ça. Ça me plaît vraiment, c'est un truc qui me fait kiffer. Ouais, ça va être essentiellement ça. J'ai un peu d'IMO, mais je l'ai parce que l'histoire familiale, dans ma famille, ils ont de l'IMO. Moi, à titre perso, j'en rachète pas parce que c'est chiant. C'est soi-disant c'est passif, mais c'est passif que dalle en fait. J'investis beaucoup dans des nouvelles compétences, l'accès à du réseau, l'accès à des endroits, l'accès à des groupes d'entrepreneurs, des trucs comme ça. Des fois, je vais payer juste pour avoir accès à des gens, parce que je sais que c'est rentabilisé x 1000 sur les 5-10 prochaines années. Ouais. Aujourd'hui, c'est surtout ça. Hein. Ok, c'est intéressant. Ouais, je suis pas très différent de toi là-dessus. Et c'est vrai que surtout ce qui est acheter du statut, oui, pareil, hein, quand j'ai gagné mes premiers millions, je me suis acheté une Rolex. Bon, j'ai pris la moins chère. Le problème de la moins chère, c'est qu'elle prend pas de valeur. La Pages. Ouais, je prends la Oyster machin, enfin le truc de, je sais pas ce que c'est quoi. Et ouais. Et ouais, surtout ce qui est un peu statutaire. C'est comme je vis à Dubaï. Si tu veux à Dubaï, moi je vis dans un quartier où toutes les baraques coûtent. Je pense que le prix minimum d'une baraque dans mon quartier c'est 5 millions. Le prix max c'est 25. C'est un peu de quartier sécurisé où il y a que des. Franchement, des mecs qui doivent faire du sale, je pense. Parce qu'il y en a quand même à leur gueule. Bon, bref, mais bon, tu vois. Et donc, tout le monde a Rolls-Royce, machin, Lamborghini, trucs comme ça, Bugatti, des trucs du genre, quoi. Donc, ouais, enfin, je peux commencer à flexer, mais à ce game-là, je vais pas gagner. Et pas ici, si tu veux. Ici, si tu veux, bon, les mecs, ils sont pétromonarques, si tu veux. Donc, en fait, le pétromonarque ou l'oligarque russe qui est ici en vacances parce que c'est un peu tendu chez lui. Ouais, tu vois, j'ai pas commencé à faire un concours de flex avec ce mec-là. Donc ouais, moi je suis en mode montre G-Shock, voiture Toyota.
Et, euh, et quelque part, en fait, c'est l'ultime fuck you, tu vois. Mmh. Et après, là-dessus, j'ajouterais une note, c'est les trucs chers, c'est souvent des trucs compliqués. Les trucs compliqués, ça foire tout le temps. Genre, moi, mes potes qui ont des Lamborghini et compagnie, il y a toujours un truc qui est pété, il y a toujours un truc qui marche pas, faut toujours l'amener machin, il faut pas trop rouler avec, sinon elle va s'abîmer. Tout est compliqué. Okay. Il y a longtemps, je m'étais acheté une montre de riche. Pareil pour les montres. Hein. Ouais. Je m'étais acheté une FP Journe. Tu connais FP Journe, tout les montres? Ok, bon, j'ai acheté une super FP Journe, trop content, machin, tout. Ok. Donc la montre, mécanisme pas possible, machin, tout ça, il faut être sur les attentes pendant 5 ans pour l'avoir, bref, les conneries habituelles. D'accord. Sauf que la montre, elle se décale de 30 secondes tous les jours. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc il faut que je prenne la garantie, ok, que j'aille trouver une boutique FP Journe. Alors c'est bon, j'ai du bol, encore une à Dubaï, parce qu'il doit y avoir 10 boutiques dans le monde, hein. Donc, ok, donc coup de bol, j'en ai une à Dubaï, donc il faut que je ramène la montre, très bien, donc il faut l'envoyer machin en Suisse, il faut aller la démonter, ça prend 3 mois, après ils vont m'expliquer, ah oui, mais attendez, c'est pas de notre faute, c'est pas couvert par la garantie, ou je peux te les conneries, ils vont m'inventer, donc moi je vais péter un câble, je vais les insulter, sauf qu'à Dubaï, si t'insultes un mec, tu vas en prison, donc je vais pas insulter le mec, je vais prendre sur moi, messieurs, c'est pas bon pour ma pression artérielle. Donc, in fine, je vais recasquer, je sais pas combien, je vais récupérer ma montre, une fois que je vais à nouveau l'utiliser, je me rends compte qu'ils ont pété un autre truc et qu'il faut la renvoyer. Putain, mais je le vois, mais gros comme ça, le truc, si tu veux. Et du coup, la montre, elle est partie au coffre. On va rester en mode G-Shock et on va arrêter les conneries. Parce que tout ce bordel-là, ça prend du temps, ça prend de l'énergie qui pourrait être allouée à créer du cash flow pour pas être envoyé à la guerre en Ukraine, quand même. Tu vois? À un moment, je me suis tâté, tu vois, parce que à force de voir des Royal Oak partout, tu vois, moi, en bon petit soldat, tu sais, on m'en montre 200 par jour. Je fais, ah, moi, j'en veux une aussi. Et je parle un peu avec des, ouais, c'est ça, vraiment. Moi là-dessus, si tu veux, quand c'est un truc, quand c'est un sujet qui me plaît de base, je suis très bon public. Hein. C'est-à-dire, tu me montres 25 fois un truc, les 24 premières, je te dis c'est moche, le 25, c'est I need it, take my money. Et je commence à parler un peu avec des potes à moi qui aiment bien les montres aussi, et je leur parle un peu de la Royal Oak de Marc Piguet. Il me dit, alors, en dehors du fait que là, tout le monde l'a et que c'est le truc à la mode, c'est tout le temps pété. C'est ultra fragile. Et donc, en fait, juste n'achète pas ça parce que c'est ultra fragile. Et en plus de ça, toi, t'es pas à Dubaï, t'es en France. Le truc, c'est comme si tu mettais un panneau de signalisation sur ta tête qui disait coupe-moi la main. Ouais. Donc en fait, je me suis ravisé. La dernière que j'ai acheté là, c'est une Rolex. J'ai acheté une Pepsi. Sauf que en fait, moi qu'elle prenne la valeur, je m'en fous. Je veux juste qu'elle stocke de la valeur éventuellement, tu vois. Et donc en fait, j'en ai trouvé une offshore sans boîte avec juste les papiers pour prouver que c'est pas une saloperie volée. Que du coup, j'ai payé 10 000 balles de moins que ce qu'elle aurait valu si j'avais voulu genre faire un investissement. Alors que ce genre de montre, c'est de la spéculation, c'est un autre. Je suis content, je l'ai à la main, je me balade avec, je suis heureux. Et puis quand je n'aurai plein le cul, elle partira dans un coffre. Pas chez moi parce que je stocke aucun truc comme ça chez moi parce que ce serait débile. Et puis j'achèterai un nouveau jouet, et puis je serai content de le porter. Et puis, tu sais, t'accumules de la valeur comme ça petit à petit, quoi. Ouais, ça, je comprends la logique, ouais. Mais moi, 4L. Je reviens toujours à 4L, low tech, low complexity, low human, low cost. Partout dans la vie, dans tout. Faut qu'il ait. Mais ouais, c'est. Donc ouais. Je comprends. J'ai choc, je suis assez satisfait du truc, hein. En vrai, ouais, je suis bien, je suis content, quoi. T'as fait le taf. Ouais, ça va vite l'heure, en fait. À la fin de la journée. Mais ouais, mais les dépenses, là, tu vois, mais je pense qu'on se fait tous cloner, hein. Dès que tu fais tes premiers millions, t'es en mode, bon, vas-y, ok, je m'achète un truc, je me fais plaisir et tout, et pourquoi pas. Mais à côté de ça, si tu veux, j'ai une personne avec qui je travaille, avec qui je commençais, qui est quand même pas mal plus jeune que moi. Et il a commencé à gagner un peu d'argent. Il m'a dit, ouais, je sais pas comment je le place, où est-ce que je le place, etc. Je fais, alors, par rapport à l'âge que t'as, à la somme que t'as et à l'exponentiel qui est devant toi, crame tout. Ça va te faire du bien, ça va te faire kiffer. Tu vas te rappeler pourquoi t'as bossé. De toute façon, cet argent-là, si tu le places, aucun intérêt. Tu vas en gagner tellement plus par la suite que vraiment ça va rien changer à ta vie. Investir dans des programmes, des accompagnements, des masterminds, etc. On le fait déjà ensemble. T'as pas besoin. Fais, crame-le, amuse-toi avec. Ça va te faire du bien à la tête, vraiment. Et alors bon, s'il avait 50 ans, des enfants, machin, une famille à charge, je pourrais peut-être pas donner ce conseil-là, tu vois. En l'occurrence, il avait 25 ans et il est dans un pays où il a un train de vie qui est très cool. Vas-y, amuse-toi, quoi. C'est pas forcément un conseil qui est très audible pour beaucoup de gens, hein, mais là, c'était le bon conseil, je pense. En fait, l'investissement, ça marche si t'as beaucoup d'argent. Ouais, si t'es mis de côté 15 000 balles et que t'as une petite activité qui t'en sort, qui te sort 3 000 de profit par mois que tu vis en Thaïlande, tu vas investir dans quoi? Ok, à part la crypto, c'est vrai que là, ça a quand même beaucoup baissé. Bon, ça peut continuer à baisser, mais
Et tu peux espérer faire un multiple sur 4-5 ans, et donc peut-être faire x2, x3, x5, x10 sur ta thune, pourquoi pas. L'IMO, tu n'y as pas accès. Je me dis, une problématique. x10 sur 2000 balles, ça change pas ta vie, en fait. Bah, x10 sur 10 000, ouais, tu peux te payer un petit appart en Europe de l'Est derrière, quoi. Et après devoir gérer des emmerdes avec des locataires. Non, ça change pas ta vie. Mais ouais, même en vrai. Donc ouais, c'est le problème de l'invest, hein. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens qui disent, ouais, Warren Buffett, machin, regarde comment il investit, donc moi je fais comme lui. Eh, mais lui, il gère des milliards. Donc en fait, lui, un investissement safe à 4-5%, sur 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards placés, c'est smart. Toi, quand t'es tout petit, tu peux pas chercher ça, quoi. C'est une escroquerie, Warren Buffett. Déjà, Warren Buffett, c'est le mec qui t'explique qu'il est gentil. Donc déjà, juste red flag direct. Le mec, c'est actionnaire Goldman Sachs, Monsanto, Coca-Cola, McDo, truc pharma. Enfin bref, le type, il est dans tous les bons coups avec les gens bien éthiques qu'on aime bien et qui nous rendent la vie meilleure. Et après, c'est le côté, ouais, il faut que tu sois ultra frugal, tu dépenses rien, tu mets tout de côté. C'est pas en économisant 3 balles sur le Starbucks que tu vas devenir riche. Hein. Je veux dire, les gars, faut arrêter, quoi. À la limite, mieux vaut prendre le Starbucks. En fait, c'est ok de dépenser de la thune pour du confort, pour de la rapidité. Genre, en gros, tu fais pas la queue, je sais pas quoi, ou tu payes pour une assistante qui fait tout à ta place, t'as pas à te faire chier, quoi. C'est ok de dépenser dans des expériences qui vont un peu enrichir ta vie et fait que si tu crèves demain, tu pourras te dire, ouais, quand même, j'ai un peu kiffé, j'ai vu des trucs intéressants, quoi. Mais ouais, le côté, ouais, vas-y, économise sur Starbucks, ça marche pas, quoi. Après, de l'autre côté, t'as vraiment le risque de cramer, c'est de cramer où et avec qui. Parce que moi, il y a un truc que j'ai beaucoup vu à Dubaï. Des mecs qui commencent à gagner du fric. Tu vois, ils commencent à faire leur 10 000 par mois de profit ou plus, quoi. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'ils le font. Donc, ils sont assez récents dans la zone de profitabilité réelle. Et ils font, je vais aller à Dubaï. Parce que tout le monde est à Dubaï, parce que Dubaï c'est cool, parce que Dubaï machin. Donc, tu sais, Dubaï, c'est une ville où tu peux te ruiner en une semaine. Vraiment. C'est quand on te dit, tu veux louer une Lamborghini? Ouais, prends les clés, tu la loues. Ok. Il fait 50 degrés, elle prend feu. Ah, il faut la payer maintenant. Tu vas bouffer un steak, vous le voulez plaqué or? Ah ouais. Ah merde, 1000 balles de plus. En même temps, il faut être con. Mais bon, il y a des gens qui sont cons. Et en fait, t'as plein de mecs qui arrivent à Dubaï. Ils vont fréquenter des gens qui, eux, ne prennent pas 10K de profit, mais prennent, je sais pas, 800 000 de profit par jour. Pas par jour certain, mais enfin plutôt par mois, quoi, tu vois. Et ils vont essayer de vivre comme eux. Les montres, les machins, les clubs, les bidules, les trucs, les restos. Et puis, en fait, quelque part, la reconnaissance sociale que les gens ont d'eux passe à travers leur communication sur les réseaux sociaux et donc leur mode de consommation et leur fréquentation. Donc, ils sont prisonniers de ce game-là. Sauf que ce game-là vampirise tous leurs profits. Déjà, ils travaillent moins et où leur business, ils ont eu de la chance et ils ont moins de chance parce que dans le fond, quand t'es assez con pour tout cramer, t'es probablement assez con pour pas être assez malin pour créer un business pérenne. Et là, le mec, il a plus de sous. Et en général, il va se passer un truc très grave et très problématique, c'est qu'il va commencer à faire des choses criminelles. Et c'est ces mecs-là qui vont aller voir d'autres gens qui ont des anciens business faire, ouais, je peux te racheter ta boutique Shopify et ton Stripe pour 3000 balles. Le mec, il va dire, bah oui, tu peux racheter mon business pour 3000 balles. Ok. Tu vois qui récupère le Stripe, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils billent tous les gens en douce. Ah, mais ça, c'est criminel. C'est du vol. Il n'y a pas de marge d'interprétation. Il n'y a pas de droit de la conso. Non, c'est du vol. Fin d'histoire. C'est du vol, quoi. Pur et simple. Et ces mecs-là, quand ils poussent trop loin, un jour, ils repassent à Roissy, boum, ils se font taper, tu vois. Et en fait, moi, j'ai vu des trucs comme ça. Hein. Des gens, en fait, où ils ont un business honnête, ils flambent, ils partent en couille, ils perdent tout, ils veulent maintenir leur statut social, ils veulent maintenir, je dirais, leur réputation sur les réseaux sociaux. Genre, tout le monde qui dit, ah ouais, t'as vu, le mec, il a une vie de fou. Tous les followers qui font, ah, trop bien, t'es le meilleur et tout, t'es allé en boîte, je sais pas trop où. Ok. Maintenir ce niveau de consommation, et derrière, ça va faire de la merde. Et tu vois, et ta vie est niquée, quoi. Et j'ai vu pas mal de gens faire ça, en fait. M'étonne pas. T'as Morgan Housel dans le livre Psychology of Money qui en parle très très bien, qui dit il y a wealth game ou statue game. Et statue game, pourquoi pas, mais ça dépend en fait pourquoi tu joues au statue game, tu vois. Et il dit, tu te compares avec un mec qui, plus il monte de costumes, plus il monte de lambeaux, plus il monte de restaurants, gagne plus d'argent. Et toi, il y a aucune incentive à le faire, mais tu veux te confronter à lui au statue game. Sauf qu'à chaque fois que toi tu le fais, tu perds de l'argent, lui à chaque fois qu'il le fait, il en gagne. Il faut savoir à quel jeu tu joues, dans quel cours tu es et quel est le vrai but des mecs en face de toi, parce que là, ça change tout. Ouais. C'est vrai qu'après l'autre, moi-même, c'est vrai que
Moi, c'est tel que je le formulais, mais finalement c'est la même idée, c'est profit versus prestige, quoi. Est-ce que tu es là pour maximiser le prestige, la reconnaissance sociale, est-ce que tu es là pour maximiser le profit, quoi. Et l'exemple que je prends toujours, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, il a commencé en voulant maximiser le profit, pas le prestige. Il a fait du Minitel en rose. Par définition, c'est crade, c'est regardé avec mépris, avec suspicion, ok. Il a accumulé les premiers millions, il a créé Free, il a développé Free, il est un des mecs les plus riches de France, il se tape la fille de Bernard Arnault, la vie est belle. Et même maintenant qu'il est milliardaire et qu'il est marié à la fille de Bernard Arnault, les gens qui nous écoutent peuvent arriver à la conclusion que le prestige, il l'a aussi. Alors que les gens qui prennent le prestige, moi je vois ça, quand j'étais à HEC, tout le monde privilégie le prestige. Pourquoi tout le monde rentre à HEC? Prestige, c'est tout. En réalité, tu gagnes pas tant d'argent que ça après HEC. Pas à notre génération. Prestige. Et après, ils vont aller faire un double diplôme avec je sais pas quelle fac à la con. Pourquoi? Prestige. Après, ils vont aller faire des stages chez McKinsey et Goldman Sachs. Pourquoi? Prestige, pas profit. Après, ils vont aller bosser dans je sais pas quel grand groupe. Pourquoi? Prestige. Parce qu'il faut aller là, parce que c'est important, parce que voilà, t'es le genre idéal, parce que tout le monde dit. Ils ont des vies de merde. Ils ont des vies de merde. J'en ai connu des consultants internationaux, McKinsey, mais surtout, ils gagnent de l'argent, hein. Ils ont pas de vie. Ils gagnent de l'argent, certains, mais ils ont pas de vie. Ils ont pas tant d'argent, c'est à compétences égales, oui. À travail égal, à niquage de santé égal. C'est pas tes 8000 balles chez McKinsey, enfin, je veux dire, ou BCG, ou chez Goldman Sachs, ok, 15 avec prime si tu veux, quoi, par mois, mais, ok, je dirais pour le commun des mortels, ça d'être beaucoup, mais sur Internet, ce serait un petit joueur, enfin, tu vois, c'est, bien sûr. donc, en fait, à intelligence, à acharnement égal, il ferait du x10 en travaillant 2 fois moins. C'est vrai. Et bah, du coup, si en travaillant 2 fois moins, c'est pas travail égal, mais bon, bref, tu vois l'idée. Et donc, toi, ce qui est marrant avec ces mecs, c'est qu'à la fin de la journée, ce sont des petites salopes. Parce qu'ils sont là, ils font, oui, chef, esclave du mois d'implantation. Tu peux rester ce soir jusqu'à 21h pour finir le PowerPoint. Ah oui, chef, avec plaisir. Tu vois, ce sont des victimes, tu vois, littéralement. Et alors, ok, peut-être qu'ils vont avoir un salaire supérieur à la moyenne. Oui, mais ils vivent à Paris ou à New York. Ça taxe à mort. Et le coût de la vie, il est hors de prix. Et là, ils vont se trouver une grognasse, une française, là. Et ils vont dire, donc elle va mettre la pression. Ah, ça serait bien qu'on se marie et que, pourquoi pas, et qu'on prenne, il faut être propriétaire à Paris. Ah oui, propriétaire à Paris. Donc, ils vont se prendre, je dirais, un appartement niqué, mais dans un quartier qui monte. Parce que pendant que le quartier monte, ce qui est d'ailleurs vachement discutable, quand tu sors dans la rue 5 minutes, le pays, il est en chute libre. Donc, en fait, tu viens de louer une suite dans le Titanic, quoi. Mes félicitations. Et surtout, ton pouvoir de négociation face à la vie et face à ton employeur vient de s'effondrer parce que l'employeur, tôt ou tard, il sait que tu as un crédit, hein. Ah ouais, t'es devenu propriétaire, Kevin. Ah, bravo. Tu te dis, ah, bravo, c'est bien d'être propriétaire, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, parce que il te le dit, le mec. Parce qu'à la minute où tu as signé le bail, c'est pas un bail, mais bon, le contrat, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle en France, aucune idée. Ton pouvoir de négociation face à la vie est proche de zéro. Tous les mois, il faut que tu aies le charbon pour rembourser le prêt. Bien sûr. Tous les mois. Pour les 20 prochaines années. Mes félicitations, tu viens d'être la pute du système. Esclave du mois dans l'implantation, tu vois. C'était un mime horrible, ce truc-là, mais bon. Je suis d'accord avec toi sur ce truc de profit over prestige. Je répète toujours aux gens en rigolant, tu vois, c'est moi le goal dans la vie, entre guillemets, tu vois, c'est d'être en jogging dans ma maison à la campagne ou à la montagne, 100 millions de net worth et une voiture Pikachu. Genre, foutez-moi la paix, je m'en bats les couilles. Je veux pas qu'on m'emmerde, je veux pas mettre de costume. Il y a une période de ma vie où j'ai aimé ça, et j'avais pas besoin de les mettre. Et aujourd'hui, vraiment, tu vois, quand tu me dis, ouais, faut se saper, je fais, pourquoi? Moi, pour impressionner qui? Le seul truc excessif que j'aimerais bien avoir, c'est un jet. Parce que pour moi, c'est la mobilité absolue, c'est la liberté absolue. Mais bon, c'est un peu fantasmé parce que dans les vrais, c'est hors que des emmerdes, quoi. Et tu le loues, c'est beaucoup moins de problème. C'est à moins de t'appeler Walmart, ça sert à quoi d'avoir un jet à toi? Ça coûte une blinde pour que tu t'en serves pas plus de si tu le loues. Et si t'as assez de cash, de toute façon, tu peux le louer, mais j'en avoir toujours un à dispo. Sauf que t'as pas les emmerdes du jet, quoi. Oh, non, mais c'est juste un délire, quoi. En vrai, je comprends l'idée, hein. Moi, pour le coup, le posséder, c'est un truc qui m'attire pas du tout, quoi. Je me demande si quand tu le possèdes. Un gros gouffre. Ça dépend. Je me demande si tu le mets en location quand tu l'utilises pas. Tu peux le rentabiliser ou autrement de break-even. Je sais pas. J'ai pas les chiffres, mais ça me paraît un peu. Faut demander à Grande Cardone. Tu dois savoir, lui. Ouais, mais lui, déjà, lui, il passe son temps à se balader d'un bled à l'autre pour faire des opérations immobilières, théoriquement. Et surtout, lui, il est là pour vendre du rêve. Son métier, c'est ce que tu disais. Il est dans le, que tu dis, c'est pas là,
de statut game, voilà. Il est à fond en statut game parce que c'est son job, quoi. Bien sûr. Et donc lui, je pense que son avion, il le rentabilise en long, en large, en travers tous les jours. Hein. Ouais, mais c'est comme si tu veux, à Walmart, ils ont toute une flotte de jets privés. Et les gens ils regardent, ils font pourquoi, c'est bizarre, etc. Genre, c'est très simple. Quand il y a la moitié des C-level, là, donc des head managers qui doivent se balader à travers le pays, les États-Unis, les vols internes, c'est ultra mal desservi, c'est de la merde. Donc en fait, si tu veux, il faut les envoyer à l'autre bout du pays. Ces mecs-là, ils voyagent de toute façon pas en éco, ils voyagent en business et en first. Ensuite, il faut les loger dans des hôtels 5 étoiles. Ensuite, ils sont loin de leur famille, il y a une prime. Et donc, en fait, si tu veux leur payer le jet privé pour qu'ils fassent les retours dans la journée, voire 3 localisations dans la journée, c'est beaucoup plus rentable que de les faire dormir à l'hôtel pendant une semaine. Donc, en fait, pour eux, c'est un bon deal, quoi. Et surtout, en fait, ce qu'on a du mal à imaginer en tant que Français, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de grosses boîtes qui sont au milieu de nulle part. Ouais. Et il n'y a pas, genre, un aéroport gigantesque à côté, bien desservi, avec des vols toutes les demi-heures, quoi. En fait, c'est ça. Pour aller d'un patelin à un autre, tu mets 24 heures, quoi. Ouais. Tu sais, tu prends Koch Industries, T-K-O-C-H, je sais pas si tu connais Industries. Le nom dit quelque chose. Alors, je crois que ils pensent ça Koch, mais c'est un nom allemand, là-bas, c'est Core. Et en fait, c'est des mecs, c'est genre 2 frères, je crois qu'il y en a un qui est mort récemment, qui sont vieux, qui ont cumulé une net worth de 100 ou 200 milliards, un truc comme ça. C'est une des plus grosses fortunes des États-Unis, qui est pas cotée en bourse, donc en gros personne ne les connaît. Et c'est les mecs qui ont la pétrochimie, c'est les mecs qui font tout ce qui est les cotons, pour tout ce qui est genre tes cosmétiques, machin et tout. En fait, les mecs, ils sont positionnés sur tous les trucs chiants, boring business, tous les intrants nécessaires dans toutes les dimensions de la vie, américaine ou occidentale. Donc les cotons, la pétrochimie, le machin, toutes ces conneries-là, quoi. Et les mecs, ils ont que des boîtes comme ça, quoi. Et leur QG, il est à Wichita, qui est dans le putain, je sais plus où c'est, mais c'est sur le trou du cul du monde, quoi. C'est pas le Nebraska ou Wichita, je sais plus où c'est. Je vais voir Wichita où c'est. Ouais, c'est paumé en tout cas, quoi. Ah ouais, et c'est vraiment. D'ailleurs, c'est assez intéressant comme histoire, ce truc-là. C'est en Kansas. Donc, ils sont dans le trou du cul du Kansas, les mecs, quoi. Et ouais, et comme ils ont géré des raffineries, des machins, des usines, dans plein d'autres trous du cul des États-Unis, bah, ils vont de trou du cul en trou du cul en jet, quoi. Et c'est vrai que là, ça fait sens, ouais. C'est vrai que moi, pour vendre des PDF, bof, quoi. Clairement. J'ai une dernière question à te poser. J'aime bien poser à tout le monde parce que j'ai toujours des réponses différentes, c'est rigolo. Si tu devais donner un conseil à toi de quand tu avais 15 ans, tu lui dirais quoi? C'est pas évident comme question parce que fondamentalement, c'est toutes les conneries qu'on a faites qui m'ont permis d'itérer, d'évoluer et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est... Moi, mon regret, c'est de pas avoir commencé à travailler plus tôt. Moi, j'ai des gens, pas plein, mais j'ai des gens qui me suivent, tu vois, qui suivent mes programmes. Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 16 ans, 17 ans. Il y a un mec je crois qu'il tourne à 50K par mois. Et je suis curieux, donc je dis, tu fais quoi? Je l'appelle, je discute. Et il me dit, attends, faut que je raccroche et tout, machin. Il y a mon père qui arrive et tout. Je dis, c'est quoi ton problème, quoi? Ouais, non, c'est demain, j'ai le bac, bah attends, je file, quoi. Et c'est vrai que le fait de démarrer très tôt, putain, ça donne tellement. Donc mon conseil à un mec de 15 ans, enfin, c'est putain, commence le plus tôt possible, bâtis du réseau, bâtis des compétences, fais des trucs qui servent à rien s'il faut. Démarre et démarre vite, quoi, fonce. Et donc finalement, bah, c'est le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui a 30 ans et qui a pas démarré, quoi. C'est trace, fonce. Réfléchis pas 5 ans, intellectualise pas le truc, trace. Speed wins, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, mais les maintenant, regarde ce qui se passe. Surtout le début, tu vois, quand tu démarres. Je répète toujours ça à mes clients. De toute façon, le début, ne croyez pas qu'il y a un truc fancy, machin, il faut l'intellectualiser. Non, en fait, c'est tu jettes des spaghettis au mur un peu partout, tu regardes où ça colle, quoi. Et en fonction d'où ça colle, tu commences à développer un truc. Ouais. Mais ouais, il faut tracer. Il faut tracer. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça devient de plus en plus difficile. En fait, moi, une autre de mes théories, c'est j'ai mes 4L, j'ai Professeur Prestige, j'ai un peu genre mes points de propagande habituels que je ressors à chaque fois. C'est chaque jour qui passe, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'argent sur Internet et de devenir libre. En gros, on va faire simple. Il y a quasiment pas d'autre moyen de devenir libre et de gagner du fric que Internet. Ok, c'est pas avec l'immobilier ou avec un job employé que vous allez le faire. C'est fini, plus maintenant. C'est via Internet. Très bien. Sur Internet, c'est beaucoup plus difficile de jour en jour pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup plus de concurrence. 3 raisons. Beaucoup plus de concurrence.
beaucoup plus de conneries étatiques. Nous, quand on a démarré, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas de Vatmos. Je me faisais pas ponctionner de 20%. Il n'y avait pas de RGPD. Il n'y avait pas de 3D Secure pour les paiements. Ça n'existait pas. C'est que le mec, il payait. Il n'y avait pas de, oh oui, on va faire en sorte que ça marche pas, quoi. Non, non. Tu vois, tu vois, bon. Donc, les conneries gouvernementales, étatiques, et les réglementations absurdes de l'Union européenne font que c'est toujours plus difficile et compliqué et plus cher de démarrer. Et après, tu as des évolutions techno où plein de trucs qui étaient des métiers ou des petites manières faciles de démarrer n'en sont plus. Tu vois, jusqu'à il y a quelques mois, tu pouvais être graphiste, copywriter pour faire des fiches produits, des trucs vraiment basiques. T'as plein de petits jobs à la con comme ça. T'allais sur Fiverr, 5euros.com, Upwork, tu te démerdais et tu pouvais faire tes premiers 1000 balles, 2000 balles par mois, un peu en mode ghetto, mais tu pouvais faire ça. Mais aujourd'hui, t'as Midjourney, t'as ChatGPT et on en est qu'au début. Je dirais dans un an, tous ces métiers-là auront disparu. Et d'ailleurs, pour chacun de ces métiers à la con, aujourd'hui, t'as 10 SaaS qui existent, qui sont gratuits. Ouais. Donc tu vois, évolution techno qui kill tous les trucs toutes les tâches de débutants par lesquelles on débute habituellement. Donc du coup, tu débutes par quoi? C'est plus compliqué qu'avant. Conneries gouvernementales, concurrence. Donc je dirais que ça devient de plus en plus, c'est de plus en plus difficile, je dirais, de faire du bif. C'est pour ça qu'il faut tracer et pas attendre. Ces gens qui font, ah oui, maintenant c'est compliqué la ChatGPT. Ouais, mais connard, ça fait 5 ans que j'ai dû faire de la thune, t'étais où? Ah, mais j'avais Quidditch, je peux pas te faire enculer. Et le monde de demain, c'est quoi? Le monde de demain, c'est le film Elysium avec Matt Damon, c'est obligatoire, tout le monde doit avoir vu ce film-là. Grosso modo, l'humanité est séparée en 2 humanités, très bien. Donc, t'as les mecs sur Terre et les mecs en orbite. Donc, les mecs en orbite, ils sont c'est comme un grand terrain de golf orbital, immortel, santé illimitée, tout le monde est beau, tout le monde est joli, putrus, machin, tu bouffes bien, caviar, parfait, tu vois, super. Les mecs sur Terre, c'est une favela planétaire gigantesque, à moitié en ruine, poussiéreuse, en mode tempête de sable. Tout le monde se fout sur la gueule toute la journée. Et les mecs d'en haut, ils envoient en bas des robots, un peu comme les robots de Boston Dynamics, sauf qu'ils ont un AR-15 pour calmer tout le monde et mettre un peu d'ordre. Sauf que le point important dans cette métaphore... Il y a une série qui vient de faire la même chose, là. Ah ouais? Une série brésilienne qui s'appelle 3%. Ah, mais je connais pareil, ça. Ouais. C'est favela planétaire, les 3%, ils vivent en haut, quoi. Ok. Et non, le 3%, les mecs, ils ont une chance de monter. Ouais. Dans Elysium, personne d'en bas ne peut monter, parce qu'en fait, il y a une espèce de système de défense, du coup, pas aérien, mais terrien, du coup, pour que les mecs qui viennent de terre ne puissent pas monter. Donc, en fait, dès que les mecs, ils envoient, genre, ils vont souder 3 casseroles, se foutent dedans et s'envoyer en l'air pour essayer de rejoindre Elysium, ils se font canarder, ils se font buter. Ça marche pas. T'as de plus en plus de films et de séries qui posent la même idée, hein. Si tu regardes même un truc qui, pourtant, l'histoire de fond n'a rien à voir, c'est Alita. Le truc, là, à moitié en anime, à moitié en film. Pareil, t'as une caste dirigeante toute puissante dans un vaisseau spatial et le reste qui sont sur Terre et qui s'entretuent, quoi. Ouais. Mais le point le plus important pour moi, c'est pas qu'en haut c'est cool et qu'en bas c'est de la merde. C'est qu'il n'y a pas d'ascenseur social. C'est pas possible pour quelqu'un qui naît en bas de monter en haut. Aujourd'hui, si c'est possible, tu nais n'importe où dans le monde, c'est possible de finir milliardaire. Ok, la probabilité elle est faible. Et la probabilité, elle est en fonction de ton pays, de là où t'es, des infrastructures, est-ce que c'est la guerre, pas la guerre, etc. Plus ou moins difficile de devenir libre. Genre, t'es occidental aujourd'hui, putain, c'est facile. Par rapport aux mecs qui, je sais pas trop où, là, en Sierra Leone, là, tu vois, se faire couper un bras parce qu'ils ont voulu installer la démocratie et que les mecs, ils votaient avec leurs doigts, tu vois, bon, plus compliqué, quoi. Donc, c'est relativement faisable, relativement facile. Faut juste être déter. Seuls les fils de pute survivent. Dans le monde de demain, c'est fini. Et en fait, si vous foirez là maintenant, vous niquez toute votre descendance, hein. Parce que une fois que les mecs seront sur Elysium, ils vont pas dire allez, on change d'avis, on va faire une tombola pour rebattre les cartes à chaque génération. Non, personne fait ça. Hein. Je dirais les riches aujourd'hui, ils mettent pas leurs enfants dans le public pour faire la tombola. Hein. Ils mettent leurs enfants dans des bahuts privés avec le meilleur système éducatif du monde pour que leurs gamins ils aient un QI à 5 chiffres et qu'ils réduisent en esclavage les autres gugus qui sont à l'éducation nationale à se taper la théorie du genre sur iPad. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Donc quand la poussière sera retombée et que les mecs d'en haut seront bien et que les mecs d'en bas seront baisés, ce sera fini pour vous, pour votre descendance. Après, si vous êtes en mode destroy ghetto et que vous voulez vivre dans une favela planétaire pour les 10 prochaines générations, écoutez, ça vous regarde. Moi, ça me chauffe moyen. Voilà. Écoute, ce sera un parfait mot de la fin. Où est-ce qu'on se retrouve si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, si on veut aller regarder tes programmes, ce que tu proposes aujourd'hui et voir plus de Tougan? Le mieux, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube, Tougan Barra, et toutes les semaines, je fais une vidéo qui s'appelle l'homélie du père Tougan, et où je donne un peu des leçons de vie, leçons business,
idéologie, etc. Donc là, c'est cool. Et sinon, vous pouvez aller sur Tugan, tugan_bara.com et laissez votre mail. Comme ça, je peux vous spammer, vous envoyer un email par jour avec le même type de violence que ce que je vous ai délivré pendant 1h30. Ce sont rigolos, tes emails, ça vaut le coup, je pense aller les lire. C'est gentil. Cool. Merci à tous. Bah écoute, merci à tous, merci pour ton temps et à très vite. Merci à toi.